Chahut Média. Dans l'épisode précédent, Under Pressure. En 1976, Nina Simone quitte le Liberia où elle a vécu après avoir quitté les États-Unis et s'installe en Suisse romande dans des conditions rocambolesques. Claude Nobs, patron du Montreux Jazz, lui vient en aide et la programme le 3 juillet 1976 dans son festival. Son concert compte parmi les plus intenses jamais donnés au Montreux Jazz. Sa fille Lisa en pensionnat, s'accommodant mal de sa nouvelle vie, souffrant de crises d'anxiété et de dépendance, Nina Simone sombre lentement. I have a very good memory of Switzerland. J'ai un très bon souvenir de la Suisse. I lived here 3 years. J'ai habité en Suisse pour 3 ans. I lived in Geneva and I lived in Nyon. You know Nyon? I lived in Grens, G-R-E-N-S, en face de la Saint-Cergue. I lived there, but it's the loneliest place I've ever seen in my life. retrouver la trace de Nina Simone en Suisse romande, c'est pousser vers ce bout de territoire vaudois qu'on appelle la côte. La douceur des bords du lac de Prangin, les champs immenses au nord qui font face au Jura. Entre ces deux points, Nina Simone a vécu 3 ans environ. Environ parce que rien n'est simple lorsqu'il s'agit de reconstituer sa trajectoire. À partir de 1976, quel a été son itinéraire en Suisse romande ? Je m'appelle David Brun-Lambert et il y a 20 ans, je tâchais déjà de retracer la course folle de Nina Simone en Suisse. Mais à cette époque, personne ne voulait parler. 2 décennies exactement après la mort de Nina, on a voulu reprendre l'enquête là où David l'avait laissée et reconstituer un peu de la vie de la chanteuse au bord du Léman. Je suis Carole Harari. Vous écoutez Under Pressure, épisode 2, Nina Simone, l'endroit le plus seul au monde. Bonjour. Oui, bonjour madame. David Brun-Lambert, on a rendez-vous pour une interview. D'accord, merci. Bonjour. Merci de me recevoir. Entrez. Je ferme la porte, oui. Elle était très spéciale, hein, Nina Simone. Ouais. Mais vous êtes une ancienne journaliste, vous-même ? Oui. J'avais fait... C'est comme ça que j'ai connu Nina. Parce que j'ai su qu'elle était dans la région. Françoise Gentinetta, ancienne journaliste freelance, Nyon. Et puis je l'ai appelée, puis je lui ai demandé si elle acceptait de faire une interview. Et puis elle était un peu surprise, et puis elle m'a dit oui. Elle était étonnée, on était dans un bistrot à Rives. Et après, elle m'a dit il fallait lui téléphoner quand l'article avait paru. Alors je lui ai téléphoné, j'ai dit il a paru aujourd'hui. Puis elle m'a dit je suis malade, est-ce que vous pouvez me l'apporter chez moi ? Parce qu'elle avait acheté ou loué une maison dans un village tout près. Grès, c'est ça ? À Grens. À Grens, pardon. Oui, Grens. Alors j'ai été là, elle était couchée, et puis j'ai dû le traduire parce qu'elle ne parlait pas le français. Puis quand j'avais fini de traduire, je lève les yeux, elle pleurait. Elle avait des larmes qui coulaient. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi vous pleurez ? Puis elle me dit, on n'a jamais écrit un article si gentil sur moi. Depuis plus de 6 mois, la grande chanteuse et pianiste noire Nina Simone, l'une des superstars du show business américain, a choisi de vivre incognito dans notre région. D'y vivre et de s'y réfugier. Car après plus de 20 ans de show business, elle s'est sentie dans un tel état de fatigue nerveuse qu'elle a éprouvé le besoin de se retremper, de faire le point et surtout de se reposer. Pourquoi en Suisse ? Parce que c'est le seul endroit, dit-elle, où elle se sent enfin en paix, où elle éprouve une telle tranquillité et où les gens respectent sa vie privée. Un extrait de « La merveilleuse Nina Simone vit sur la côte », un article de Françoise Gentinetta, publié dans le quotidien La Côte, 7 avril 1977.
C'était le début de notre amitié, puis elle voulait faire des choses avec moi, mais c'était pas toujours très facile. On allait, par exemple, on allait au cinéma à Genève, puis après on allait manger ensemble. Elle avait besoin de présence, hein, elle avait besoin d'amitié. C'est-à-dire que, je sais pas, elle avait compris que moi, je n'étais pas attachée à elle parce qu'elle est une star, mais en tant qu'être humain. Et puis chanteuse, hein, c'était la chanteuse aussi qui me fascinait. Elle était intelligente d'abord, une intelligence supérieure. Hein. On pouvait discuter d'un tas de choses avec elle, en dehors des crises qu'elle avait. Elle était charmante. J'avais même été une fois chez des amis qui savaient que je la connaissais, puis qui étaient en admiration. Ils nous ont invités à souper, mais elle était gentille. Et puis lui, il avait dit il jouait de la trompette, Monsieur de Boer. Puis elle a dit, va chercher ton instrument. Puis elle a vu qu'il y avait un piano, elle a été se mettre au piano. Et puis ils ont joué un duo ensemble. C'était génial, quoi. Elle savait vraiment être charmante. Hein. Ouais, elle pouvait être simple aussi. Oui. Elle avait des sautes d'humeur comme ça, inégales. Mais vous aviez deviné à l'époque qu'elle était déjà malade, c'est-à-dire qu'elle souffrait de ce qu'on appelait à l'époque maniaco-dépression. Non, elle ne me donnait pas l'impression. Elle ne donnait pas l'impression d'être en dépression, alors pas du tout. Mais une fois, on s'était engueulés. Enfin, on s'est engueulés plusieurs fois. Je l'avais prise avec moi à un vernissage à Zima. Françoise Gentinetta. Et puis là, elle a commencé à faire la star. Elle avait un boa, elle avait des bottes, et puis avec tous les messieurs qui étaient autour d'elle. Puis pour finir, j'en ai eu marre. Je lui ai dit, viens maintenant, on s'en va. Je parlais toujours en anglais. Et puis, elle sort avec son verre à la main. J'ai dit, tu laisses ton verre à l'intérieur. Alors elle a été posée dedans. Quand elle était dans ma voiture, elle m'a demandé comment est-ce que j'osais lui parler comme ça. I am a star, you know. Elle me dit, I am a star, you know. J'ai dit, je m'en fiche complètement que tu sois une star. Elle m'a dit, arrête-toi. Puis il pleuvait tant qu'il pouvait. Alors je me suis arrêtée, elle est sortie de la voiture. Moi, je suis foutue le camp, j'en avais marre. Je pense qu'elle a trouvé quelqu'un pour la ramener à la maison, au vernissage. Puis 2 jours après, elle m'a téléphoné, puis elle dit à Françoise, how are you? Enfin, voilà comment elle était, quoi. Il y a une chose qui était drôle, qui était arrivée une fois. Ça montre comme elle était impulsive. On vivait dans une petite maison avec mes enfants. J'étais veuve très jeune. Puis ça sonne à 2h du matin. Puis je vais ouvrir, c'était Nina. Elle avait une rose dans la main qu'elle m'avait piquée dans le jardin. Elle me la donne. Et puis elle me dit, j'aimerais bien un lit et un verre de ton délicieux vin rouge. Alors j'ai dit, le vin rouge, il n'y a pas de problème, mais le lit, ce sera le canapé. J'avais déjà ce canapé. Et elle a dormi sur ce canapé. On peut le décrire, ce canapé, il a vécu, hein. Oui. Canapé en tissu. On avait enlevé les coussins, je l'avais mis un duvet, et puis un coussin, et puis elle a dormi. Puis elle m'a dit le matin, elle a pris le petit déjeuner avec les enfants et moi. Puis elle m'a dit, j'ai merveilleusement bien dormi. Mais pourquoi elle a voulu dormir chez vous? Mais alors il y avait plus à la maison. Vous voyez, elle était comme ça. Elle était peut-être... elle se sentait seule, ou bien, je sais pas. Elle était tellement impulsive qu'elle avait envie de ça, elle n'a pas hésité, quoi. Elle parlait de sa fille, des fois. Sa fille était la châtaigneraie en pensionnat. Non, elle n'a jamais parlé de sa fille. J'aime la Suisse, mais elle m'a rendue un peu folle parce que j'étais trop seule.
C'était quoi son rapport avec la Suisse? Parce que elle disait à la fois, c'était très contradictoire, elle disait que finalement elle aimait cet endroit qu'il a accueilli, et puis en même temps qu'il lui faisait horreur parce que c'était beaucoup trop calme. Oui, alors je me souviens, et je vais voir si je retrouve cet article. Vous voulez que je vous aide? Je viens avec vous? Non, parce que vous ne saurez pas où chercher, mais moi je sais. Elle avait dit qu'elle aimerait bien vivre, elle aimerait vivre toujours en Suisse, elle l'a mis dans cet article. C'est dans mon bureau. Tout ce que je sais, c'est que je ne renoncerai pas. Mon art est important parce qu'il fait partie de mon être. Je dois continuer à chanter et à jouer du piano. J'ai quelques projets. J'aimerais éventuellement tourner un film et en tout cas interpréter un opéra de Brecht, l'opéra de Katsu ou encore Mahogany. Mais ce qui m'importe vraiment serait de trouver enfin un équilibre, une balance entre la musique et ma vie privée. On est très seul lorsqu'on atteint un certain stade de célébrité. Un extrait de La merveilleuse Nina Simone vit sur la côte, un article de Françoise Gentinetta, publié dans le quotidien La Côte, 7 avril 1977. Vous vous souvenez, vous êtes allé dans cette maison à Grand. Oui. Elle était comment cette maison? Est-ce que vous savez comment elle a atterri dans cette maison? C'est un peu bizarre, Nina Simone se retrouve à Grand. Il me semble qu'elle l'avait acheté. Je sais pas, puis quand elle est partie, elle revendait des meubles et moi je l'ai racheté. J'ai encore une bibliothèque qui lui a appartenu, qui appartenait à Nina. Et puis qu'est-ce que je lui avais acheté? Un autre meuble que je n'ai plus. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. C'était comment cette maison à l'intérieur? C'était quoi? C'était plein de solitude? Il y avait peu de choses. Elle avait un immense piano, un piano... Demi-queue. Au rond-point, prenez la troisième sortie sur chemin du Jura. Je me rappelle surtout de ce piano, moi. Mais il me reste la bibliothèque que j'avais achetée, une bibliothèque verte. Vous avez atteint votre destination. Le peuple en Suisse, Allemagne, le peuple en Suisse, française, le peuple en Suisse, always have their way. Le peuple en Suisse, je t'aime, le peuple en Suisse. Je t'aime, le peuple en Suisse. Fait quoi, on se tire? Je t'aime, je t'aime. Tu veux que je reprenne par là? Il y a une genre de centre. On regarde s'il y a quelqu'un. Ouais, s'il te plaît. Mais quelque part, quelquefois, il n'est pas bon. En Suisse, Nina Simone a résidé dans un minuscule village des Hauts-de-Nyon, Grand, où elle est restée, selon le greffe communal, du 7 septembre 1976, soit 2 mois après son concert sublime et mouvementé au Montreux Jazz Festival, jusqu'au 31 décembre 1977. On note qu'elle n'y est pas enregistrée sous son nom de scène, ni sous son nom de baptême, Eunice Waymon, mais sous celui de son nom de mariage, Eunice Stroud. Elle n'avait pas encore divorcé de son ex-mari, ex-manager et père de sa fille, Andy Stroud. Mais Grand, pourquoi et comment Nina a atterri dans cet endroit perdu, à 15 bonnes minutes en voiture des bords du Léman, et difficilement accessible? C'est qu'on n'imagine pas Nina Simone prendre le bus. On a retrouvé sa maison au milieu d'une ruelle tranquille et on y a rencontré son ancien voisin. On a promis de ne pas révéler son nom, mais on peut l'appeler Kaé. Alors vous me dites où on est?
Où est-ce qu'on est? À Grand. On est à Grand. Au village de Grand. Voilà, on va pas dire exactement la rue, etc. Vous tenez à votre tranquillité et anonymat. Alors on va monter juste au rez-de-chaussée. Donc on est dans la maison de Kay. Donc je vous laisse me décrire ce que vous me montrez, Kay. For Christmas and New Year 1976. January 20, je crois. Thanks for your friendship. Nina Simone. Ok. Et l'album en question, c'est, enfin le vinyle. C'est le Dylan Harrison Simone, Songs of the... En fait, Songs of Harrison et Dylan par Simon. Publication du disque. Il a vécu, hein. Il a vécu, oui, exactement. Bon, probablement, elle venait de le publier. Donc, vous me racontez l'histoire quand même. Comment ça se passe, cette rencontre avec Nina Simone? Alors, c'était un mois de juin, je crois. Et puis, on partait samedi après-midi à 5h. On quittait la maison pour aller en ville, à Nyon. Ouais. Et ça sonne à la porte. Puis, je me dis, oh, qui c'est qui vient déranger? Et j'ouvre la porte. Je m'appelle Nina Simone. Je suis votre nouvelle voisine. Oh. J'aimerais téléphoner à New York parce que je n'ai pas encore le téléphone installé chez moi. Je lui dis, ouais, mais vous savez, New York, c'est expensive. Ouais. Alors, vous ne me faites pas 1 heure ou 2 heures de temps au téléphone. Non, c'est un short. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit, ça ne répond pas. Écoutez, donnez-moi les clés, je refermerai. Si vous voulez partir, je refermerai la clé derrière vous. Puis j'ai dit, mais je ne vous connais pas. Ouais. Alors, elle n'a pas insisté. Et puis, elle est revenue, je crois, quelques jours plus tard, pour faire son téléphone. Et puis, on s'est lié un peu d'amitié. Et puis... elle est venue boire un whisky ou deux ici, et puis elle a demandé à mon épouse de faire son secrétariat, qui n'était pas énorme, mais enfin c'était écrire quelques lettres. Alors, Erika m'a dit, écoute, c'est des gens que je ne connais pas du tout. C'est en Amérique, peut-être des compositeurs de musique ou paroliers ou j'en sais rien. Mais un jour, elle m'a dit, j'ai dû écrire à Frank Sinatra. J'ai dit, oh là, ça devient sérieux, quoi. Puis elle m'a dit, mais je ne peux pas te dire pourquoi c'est. Alors j'ai dit, bon, écoute, ton secret, je le comprends tout à fait. On est allé nous promener avec elle, alors elle adorait la neige. Et puis elle était tellement contente, elle a pris les petits, qui avaient 3-4 ans, je crois, à l'époque, ou 7 ans. Elle a pris dans ses bras, et puis le fils, un petit peu effrayé par cette dame noire, il n'a pas l'habitude, corpulente, ouais, et puis qu'il serrait bien. Voilà. Est-ce que vous me suivez dehors? On fait un petit tour du propriétaire, c'est ok? Oui, bien sûr. En plus, comme ça donne un peu de couleur. Alors, on va sortir. Vous avez pas froid comme ça? Non, pas du tout. D'accord. Alors, je me suis souvent posé la question, mais comment est-ce qu'elle a atterri dans un village? À l'époque, c'était 300 habitants. C'est guère plus aujourd'hui, hein. Oui, on est 400 aujourd'hui. It's always complicated. As you know, Nina has moved from one place to another. Roger Nupi, ami personnel de Nina Simone. And it has to do with the restlessness and trying to find some peace. Comme tu le sais, Nina a sans cesse bougé d'un endroit à un autre, et ceci avait à voir avec son état mental, son agitation, sa quête pour trouver la tranquillité. Elle bougeait d'un pays à un autre sans aucune logique. C'est souvent très difficile de la comprendre. Parfois, elle disait que la Suisse lui avait apporté la tranquillité et qu'elle s'y sentait sereine. Mais elle finissait toujours par s'ennuyer. C'était la même histoire en Afrique. Elle disait que c'était très excitant, mais à un moment, elle a fini par s'ennuyer et a dû s'en aller. Je t'enverrai des liens que j'ai trouvés à ce propos, comme par exemple une interview de Tim Graham qui lui demande « Le Libéria était l'endroit où tu te sentais le mieux sur Terre ?» Et Nina lui répond « Au Libéria et en Suisse, absolument. » Il s'étonne, disant « Je pourrais pas imaginer 2 pays plus différents. » Et elle lui répond « La Suisse me donne de la paix et Libéria me donne de la vie. » Switzerland gives me peace and Liberia gives me life. Under Pressure. Vous avez une vue géniale, non? Oh, on est tranquille, ouf. C'est une vue incroyable. Ouais, ça, incroyable. Vous avez un chien? Non. Parce que là, un chien...
Ah, le voisin en a 2, alors. Ah ouais. On vient de se quitter. Il est lâche, là? Il est lâche, des fois, comme ça? Ah non, c'est des bergers allemands. Non. S'il y a des gens qui passent à vélo... Donc le mystère de ce qu'elle venait faire là, parce que la maison, elle l'a louée ou elle l'avait achetée? Non, elle la louait. Absolument, oui. Alors, voilà. Et l'intérieur de la maison, c'était comment? Parce que là, on peut essayer de la décrire, Kay. Alors, en gros, c'est une maison de plein pied, une bonne maison vaudoise, voilà. Quoi, des années, je dirais des années fabrication, années 60, hein? 70, oui, non, 70. Voilà, avec comme chez vous, avec un grand garage, et puis la maison est au-dessus. Bon, c'est assez vaste. Pour une personne, on peut dire qu'on peut s'y perdre aussi. Il y a un grand salon, il y a 2 chambres à coucher, cuisine, salle de bain, et puis en bas, il y a encore un studio. Vous êtes déjà rentré quand elle y vivait? Ah oui, mon épouse allait régulièrement, enfin, de temps en temps, faire des lettres. Ouais. Ah oui. C'était comment à l'intérieur? C'était un peu vide ou elle avait aménagé? Elle avait meublé, elle, à l'époque, ouais, absolument, ouais. Ah, c'est le fils qui parle, là, ouais. C'est M. David. C'est David aussi. La Nina Simone? Ouais. La Nina Simone, ouais. Ah, ok. Vous connaissez les histoires, je pense. Ouais. Bah oui, d'ailleurs, elle était venue quand je faisais mon judo, là, à Nyon. Ah, vous me racontez ça? Quoi, elle est venue pour le judo? Si. Mais vous cherchez au judo? Vous avez quel âge? Non, elle prétendait que sa vie était en danger et qu'elle avait besoin de cours de self-défense. Ouais. Et puis le prof de judo, il parlait pas anglais et tout, c'est moi qui avais traduit là pour elle. C'était quand, les années 80? Oh là, c'était... Hein? Vous étiez enfant ou... Ouais. Qu'est-ce que je pouvais... J'ai commencé à quoi, 6 ans? Je devais peut-être avoir quoi, 10, 12 ans? 72, 84, non, par là? 77, 78, ouais. Ouais, non. Mais oui, je suis né en 72. Je devais... Mais non, mais c'était plus tard. Donc pour le redire, elle n'avait pas pour sa vie, donc c'était une espèce de crise d'angoisse comme ça ou de parano, et elle voulait une sorte de bodyguard ou de protection. Elle voulait elle-même apprendre à se défendre. Elle est venue qu'une fois, puis c'est vrai qu'on l'a pas revu par la suite. Votre père me parlait d'un souvenir avec vous dans la neige. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ou quelle image vous avez? Quelle image surgit là? Ouais, c'était un peu... On était proches, disons. C'était un peu comme presque une part de la famille, disons. Comme une tante ou comme ça. Ouais, voilà. Et puis oui, on allait se faire des chouettes balades en forêt. C'était la luge, des trucs comme ça qu'on faisait avec elle, je crois. Okay. Elle nous avait appris à faire, elle prenait de la glace... Et puis elle mettait du jus d'orange dessus, non? Puis ça faisait comme une espèce de glace au jus d'orange pour elle. Okay. Jamais elle amenait sa fille? J'ai pas de souvenir de sa fille, non. Non? Comment? Ok, sa fille. Elle avait une fille, Lisa, qui était au pensionnat. Elle était à Fougnes, à la Châtaigneraie. Ouais, à la Châtaigneraie. Ouais, exactement. Mais je l'ai jamais l'a amenée ou quoi? Non, jamais, non. Elle est restée combien de temps là? Alors moi je dirais 1 année et demie à peu près même. Ouais. Et après elle a bougé où? Alors c'est ça la question, elle a disparu. Sans radar. Ah, elle n'est pas revenue vous voir de temps en temps pour faire une visite de courtoisie? Non. J'ai entendu dire qu'elle était dans le sud de la France, mais est-ce que c'est vrai? Non, mais ça c'est bien plus tard. Ah, c'est bien plus tard. Ouais, elle a vécu un temps à Genève aussi. Perdu contact. Ok. Ouais. Okay. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, et comment, de qui elle était, de ce qu'elle représentait pour la pop musique, on va dire, ou la musique jazz? Alors, quand j'ai vu des gens qui commençaient à venir par derrière, là, pour essayer de la voir, etc., c'est là que je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, mais je n'avais pas de moyen de renseignement, parce que c'est pas comme aujourd'hui avec Internet. Si vous cliquez Nina Simone, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. À l'époque, en 76, 78, je n'avais pas l'occasion de me renseigner. Puis quand elle a passé à Montreux, je crois qu'elle a passé à Montreux au Festival de jazz, c'est ça, non? Mais après, c'est là que ça m'a fait un flash. Mais bon, c'était un peu tard. Parce qu'elle n'habitait plus là. Alors voilà. Et donc, elle n'est plus jamais revenue vous voir? Plus jamais, plus okay. d'image. Okay. Ouais, terminé, ouais, exactement. Mais bon, on avait été sympa avec elle et puis on n'a pas regretté du tout, au contraire, si on peut rendre service. Dans le prochain épisode, on retrouve Nina Simone à Prangin.
une commune du district de Nyon. Plus question cette fois de maisons isolées au milieu des champs, mais d'une villégiature idéale, d'abord dans un hôtel vaudois cossu, puis qui tournera mal, comme souvent quand il s'agit de Nina. C'était Under Pressure, une création Chahu Média. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de Superpose. Musique éditionnelle et sound design par Lili Bartou. Traduction Marouchka Vidovic. Et création graphique Ramon Vallet. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière aux soutiens sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, État de Vaud, Fondation philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gönner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Nobs Foundation, EPFL, Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahu Média, chahu.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.